Avril 2003. Alors que Bagdad tombe sous les bombes, un événement étrange se produit, loin des caméras de guerre conventionnelles. Tandis que la ville est plongée dans le chaos, le musée national d'Irak est pillé. L'histoire officielle parle de foules en colère dérobant des poteries, mais les rapports des conservateurs sont formels. Une équipe spécialisée équipée de plans précis et de matériel de découpe laser s'est dirigée directement vers les sous-sols sécurisés. Ils ne cherchaient pas de l'or, ils cherchaient des tablettes cunéiformes spécifiques et surtout les cylindres sceaux royaux de l'époque d'Uruk. Pourquoi une telle urgence archéologique en pleine invasion militaire ? Parce que l'Irak n'est pas qu'un champ de bataille pour le pétrole, c'est le berceau des portes d'anneaux. Ce que les services de renseignement appelaient des armes de destruction massive n'étaient pas des missiles chimiques, mais une technologie de distorsion spatio-temporelle récupérée dans les sables durs et d'Uruk. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Ce pillage n'était pas un acte de vandalisme, c'était la plus grande opération de récupération technologique de l'histoire moderne. Les objets volés ce jour-là sont les composants nécessaires à la réactivation des ziggurats, ces structures que nous prenons pour des temples, mais qui sont en réalité des machines en attente de redémarrage. Regardez la structure d'une ziggourate. Ce n'est pas un bâtiment conçu pour accueillir des fidèles, c'est une pyramide à degrés, massive, sans espace intérieur de culte, surmontée d'une plateforme plane. Pourquoi construire des millions de tonnes de briques pour un simple autel ? Parce que la ziggourate est un résonateur. Les textes sumériens les décrivent comme des liaisons entre le ciel et la terre, Duranki. Ces structures étaient construites avec des couches alternées de briques cuites et de bitume, créant un condensateur géant capable d'accumuler l'énergie tellurique de la faille mésopotamienne. Au sommet, la plateforme servait de terminal pour les vaisseaux de gloire d'Anu. Mais plus important encore, la ziggourate servait d'ancre pour stabiliser ce que les Sumériens appelaient le chemin des étoiles. Ce n'était pas un lieu de prière, c'était une station de transit. Chaque cité sumérienne était construite autour de son antenne, formant un réseau de communication instantanée avec les maîtres de l'Abzu et de Nibiru. Ce que nous appelons religion n'est que le souvenir déformé d'une gestion administrative et logistique basée sur la haute technologie. Dans la mythologie sumérienne, le pouvoir n'est pas une question de charisme, mais de possession d'objets appelés les ME, prononcés me. Les tablettes racontent comment Inanna a volé les ME à Enki pour apporter la civilisation à sa ville, Uruk. Mais qu'est-ce qu'un ME ? Les descriptions parlent de petits objets que l'on peut tenir dans la main, contenant des décrets divins sur la guerre, l'écriture, la musique, mais aussi sur le pilotage des engins et le fonctionnement des portes. En langage moderne, les ME sont des unités de stockage de données, des disques durs ou des cristaux de mémoire contenant les protocoles logiciels de la technologie Anunnaki. Sans les ME, la ziggourate n'est qu'un tas de briques. Avec les ME, elle devient une interface active capable de manipuler la matière et le temps. C'est précisément ce que les forces spéciales cherchaient à Bagdad, les supports physiques contenant les codes sources des portes d'Anu. Celui qui possède les ME contrôle la réalité de la colonie Terre. Les guerres modernes ne sont que des tentatives désespérées de la part des différentes factions des 13 lignées pour s'emparer de ces clés USB des dieux. Uruk était la ville d'Anu, le roi des rois, le seigneur du ciel. C'est là que se trouvait la porte blanche, la ziggourate la plus sacrée. Contrairement aux autres, cette porte était réservée au transfert direct entre la terre et la demeure impériale de Nibiru. Les textes disent que lorsque Anu descendait à Uruk, le ciel se fendait et une lumière plus brillante que 7 soleils apparaissait. Ce point zéro est situé sur un nœud énergétique majeur de la grille magnétique terrestre. Les archéologues ont découvert sous la ziggourate d'Uruk des fondations d'un matériau inconnu, une sorte de verre noirci par une chaleur intense suggérant l'utilisation de moteurs à plasma. Cette porte n'a jamais été détruite, elle a été verrouillée par Enki avant son départ, cachée sous des millénaires de sable.
En 2026, les mesures satellites montrent une anomalie thermique persistante sous les ruines d'Uruk. La porte est en train de chauffer. Le système se réveille et c'est pour cette raison que la présence militaire internationale dans la zone n'a jamais réellement diminué. Il surveille le retour du roi. Si vous tracez une ligne entre les sites de Babylone, d'Ur, d'Uruk et de Ninive en Irak et que vous la prolongez vers Palmyre en Syrie, vous obtenez la carte précise du réseau de transport primaire des Anunnaki. Ce n'est pas un hasard si ces zones sont le théâtre de conflits incessants depuis 20 ans. Sous prétexte de révolution ou de lutte contre le terrorisme, des armées entières sont déployées pour sécuriser des périmètres archéologiques précis. Pourquoi Palmyre a-t-elle été si férocement disputée ? Parce qu'elle abritait le temple de Bel, une autre forme d'Enlil, une plateforme de relais cruciale pour le signal venant de la Lune. La destruction apparente de ces sites par des groupes extrémistes est souvent une couverture. On détruit les parties visibles pour que le public ne se pose plus de questions, pendant que dans les profondeurs, des équipes de contractants privés, liés aux 13 familles, extraient les générateurs et les portails encore fonctionnels. Nous assistons à une exhumation technologique globale sous couvert de chaos géopolitique. Les Stargate de Sumer sont le véritable enjeu de la domination mondiale au XXIe siècle. La position des ziggorates sur la carte n'est pas le fruit d'un urbanisme archaïque. Si vous superposez le réseau des cités sumériennes avec la carte des courants telluriques et des failles magnétiques, vous découvrez une précision chirurgicale. Les Anunnaki utilisaient ce qu'on appelle aujourd'hui la géométrie sacrée, mais pour eux, il s'agissait simplement de physique des réseaux. Chaque ziggurate agissait comme une aiguille d'acupuncture sur le corps de la Terre, canalisant l'énergie du noyau vers l'ionosphère. Cette configuration permettait de créer ce que les textes appellent le dur-on-ki, le lien ciel-terre. En stabilisant ces points, ils pouvaient modifier le climat local, assurer une communication instantanée et surtout maintenir l'ouverture de trous de verre locaux. Ce n'est pas un hasard si les 13 lignées cherchent aujourd'hui à reconstruire des infrastructures massives sur ces mêmes nœuds énergétiques. Ils tentent de restaurer la grille de puissance qui permettait aux dieux de se déplacer sans vaisseau. La géométrie n'était pas une décoration, c'était le plan d'un circuit imprimé à l'échelle d'un continent. Qui gardait ces portes ? Les textes parlent des Abgal ou Apkallu, les 7 sages envoyés par Enki. Souvent représentés avec des visages d'oiseaux ou de poissons, l'histoire officielle y voit des masques rituels. Mais la réalité est bien plus troublante. Les Abgal étaient des entités hybrides, des sentinelles conçues génétiquement pour supporter les radiations et les distorsions temporelles émises par les portes d'Anu. Ils portaient toujours 2 objets, un seau et un fruit en forme de pomme de pin. Ce n'était pas pour des rituels de purification. Le seau contenait un fluide conducteur, probablement de l'or monoatomique en suspension, et la pomme de pin était un dispositif de scan neurologique, une clé capable d'interagir avec l'épiphyse humaine pour autoriser ou non le passage à travers le portail. Les statues que nous voyons aujourd'hui ne sont pas des hommages, mais des avertissements. Ces gardiens sont toujours là, dans une forme de stase vibratoire, attendant que le code correct soit inséré dans la console de la ziggourate. Pourquoi 2026 est-elle une année charnière pour les portes d'Anu ? Depuis quelques mois, les stations de surveillance sismique en Irak enregistrent des bourdonnements à basse fréquence émanant des profondeurs d'Uruk et d'Eridu. Ce signal, que les initiés appellent le signal d'appel, coïncide avec l'alignement orbital de certaines planètes extérieures et la position de la Lune. Des équipes de scientifiques travaillant sous contrat confidentiel pour des consortiums liés aux 13 familles ont été dépêchés sur place. Sous couvert de restauration archéologique, ils utilisent des générateurs à haute fréquence pour tenter de réveiller le bitume conducteur des fondations des ziggourates. Ils essaient de hacker le système de verrouillage d'Enki. Si une seule de ces portes se réactive complètement, ce n'est pas seulement un tunnel spatial qui s'ouvre, c'est tout le paradigme de notre réalité qui bascule. Le passage ne sera pas pour tout le monde, il sera pour ceux qui possèdent la clé de sang dont nous avons parlé précédemment. Ceux qui ont approché les ziggourates actives par accident rapportent tous des phénomènes de dilatation temporelle. Des soldats en patrouille près d'Ur ont raconté avoir perdu plusieurs heures en quelques minutes ou avoir vu des paysages scintiller, révélant brièvement des cités étincelantes là où il n'y a que du sable.
Physiquement, cela s'explique par la présence d'un champ gravitationnel intense. Autour d'une porte d'Anu, l'espace-temps se courbe. On observe ce qu'on appelle en physique des nantis gravitationnelles locales. C'est pour cette raison que les survols aériens sont strictement interdits au-dessus de certains sites. Les instruments de navigation des avions modernes ne peuvent pas compenser la distorsion. La ziggourate n'est pas un bâtiment statique, c'est un moteur qui tourne au ralenti, déformant la réalité autour d'elle depuis des millénaires. Puisqu'elle ne possède plus les codes sources, les ME originaux, les 13 lignées utilisent une méthode beaucoup plus sombre pour tenter de forcer l'ouverture des portes, la résonance émotionnelle. Les anciens savaient que la conscience humaine peut influencer la matière, en générant des vagues de peur ou de chaos à proximité des sites, guerre, sacrifices de masse déguisés en conflit, l'élite nourrit le champ énergétique de la porte. Ils tentent de saturer la ziggourate d'énergie cinétique et émotionnelle pour forcer un redémarrage d'urgence. C'est la véritable raison derrière la persistance des conflits au Moyen-Orient. Ce n'est pas pour le pétrole, c'est pour l'énergie humaine nécessaire au hacking des portes d'Anu. Ils veulent ouvrir le chemin pour que les maîtres reviennent ou pour s'enfuir eux-mêmes avant le grand reset. Mais forcer une porte sans la clé d'Enki, c'est comme briser un barrage. Le résultat risque d'être catastrophique pour toute la région. Ce que nous voyons à la surface de l'Irak n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous les fondations de chaque ziggourate majeure se cache une entrée vers un réseau de tunnels que les Sumériens appelaient le chemin de l'enfer ou le réseau d'Irkala. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une métaphore religieuse. Il s'agit d'une infrastructure de transport par lévitation magnétique qui relie les sites de Sumer aux autres bases Anunnaki à travers le monde, des pyramides d'Égypte au sommet des Andes et jusqu'aux profondeurs de l'Antarctique. Ces tunnels, percés au laser dans la roche-mère, permettent de se déplacer d'un continent à l'autre en quelques minutes, en échappant à toute détection de surface. Les 13 lignées utilisent encore certains segments de ce réseau pour leur déplacement secret et pour le transfert de technologies récupérées. Les rumeurs sur les bases souterraines comme Area 51 ou Dulce ne sont que des extensions modernes de ce réseau millénaire. Les portes d'Anu ne sont pas seulement des sorties vers les étoiles, elles sont les gares centrales d'un métro planétaire dont nous ignorons tout, mais dont les vibrations font parfois trembler le sol sous nos pieds. À des milliers de kilomètres de Sumer, sous la frontière franco-suisse, le grand collisionneur de Hadron, CERN, poursuit un objectif bien plus précis que la simple recherche du boson de Higgs. Le CERN est en réalité un modem géant conçu pour envoyer des impulsions de fréquences spécifiques vers les portes d'Anu en Irak et en Syrie. Puisqu'ils n'arrivent pas à ouvrir les portes physiquement sans les ME originaux, les scientifiques des 13 lignées tentent de les hacker à distance par résonance quantique. Le but est de synchroniser le collisionneur avec la signature vibratoire de la ziggourate d'Uruk. En créant des mini-trous de verre au CERN, ils espèrent induire une réponse de la porte d'Anu et créer un pont artificiel. C'est pour cette raison que les symboles de Shiva et des références sumériennes sont omniprésents dans ces centres de recherche. Ils savent qu'ils ne font que redécouvrir une physique que les dieux maîtrisaient déjà. Mais jouer avec ces énergies sans les protocoles de sécurité d'Enki est un pari extrêmement dangereux qui pourrait déchirer le tissu même de notre atmosphère. Nous arrivons au secret le plus protégé par les unités d'élite en Irak, la découverte de chambres de stase. Sous la ziggourate de Tel al-Mukayyar, Ur, des rumeurs persistantes et des fuites de documents suggèrent la découverte de sarcophages technologiques contenant des êtres en état de mort suspendus. Ce ne sont pas des momies, mais des Anunnaki de haut rang, des dormeurs, qui ont choisi de rester sur Terre dans des bulles temporelles pour assister au retour de Nibiru. Ces chambres sont alimentées par l'énergie résiduelle de la porte. Avec le signal de 2026, ces sarcophages commencent à s'activer. Les fluides nutritifs circulent à nouveau, les cœurs millénaires recommencent à battre. Les 13 lignées ne savent pas s'ils doivent les craindre ou les adorer. Ces êtres possèdent la mémoire intégrale de la technologie de Sumer. Leur réveil signifie la fin de l'interrègne humain. Soit ils nous guideront vers une nouvelle ère, soit ils réclameront leur propriété sur la colonie Terre avec une rigueur absolue. Nous avons parcouru les sables d'Irak,
explorer les ziggourats et révéler les plans secrets des lignées régnantes. Mais la révélation finale est celle-ci. Toutes les technologies extérieures, les portes, les mets, les tunnels, ne sont que des prothèses. Les Anunnaki nous ont conçus avec une Stargate biologique interne. Votre épiphyse, votre ADN et votre champ magnétique cardiaque sont les composants d'un portail que personne ne peut vous voler. Les 13 familles tentent désespérément d'ouvrir les portes de pierre parce qu'elles ont perdu la capacité d'ouvrir leurs portes intérieures. Elles ont besoin de machines parce qu'elles n'ont plus la fréquence. Le véritable secret des ziggourats est qu'elles étaient des béquilles pour une humanité qui avait oublié sa propre puissance. En 2026, alors que les portes de Sumer bourdonnent et que le CERN s'affole, la seule porte qui importe vraiment est celle que vous ouvrez en vous-même en refusant la peur. Les dieux ne reviennent pas pour nous sauver ou nous asservir, ils reviennent pour voir qui parmi les hommes a enfin compris que la clé a toujours été dans son propre sang. La porte est ouverte. Oserez-vous la franchir ? Pourquoi toutes les portes d'Anu sont-elles situées entre le Tigre et l'Euphrate ? La science officielle y voit un besoin d'irrigation, mais la réalité est énergétique. L'eau n'était pas seulement destinée à l'agriculture, elle était le fluide caloporteur et le conducteur ionique du système des ziggourats. Les textes sumériens décrivent souvent les dieux purifiant les temples avec de l'eau sacrée avant les cérémonies de descente. En réalité, les ingénieurs d'Anki avaient canalisé les fleuves pour qu'ils passent sous les structures de briques et de bitume. Le mouvement de l'eau chargée de minéraux à travers les couches de sol créait une friction piézoélectrique massive, transformant la plaine de Mésopotamie en une pile géante. Cette énergie hydraulique servait à stabiliser le plasma nécessaire à l'ouverture du trou de verre au sommet de la ziggourate. Sans le débit contrôlé du Tigre et de l'Euphrate, les portes d'Anu ne pourraient pas fonctionner. C'est la raison pour laquelle la gestion des barrages et de l'eau en Irak et en Turquie est aujourd'hui un enjeu de sécurité nationale occulte. Celui qui ferme le robinet éteint la machine des dieux. Le secret le plus vertigineux des portes d'Anu est qu'elles ne permettent pas seulement de voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps. Les ME de haut rang, dont nous avons parlé, contiennent des protocoles de vision à distance. Les prêtres savants de Sumer ne prédisaient pas l'avenir par superstition, ils utilisaient la distorsion gravitationnelle de la porte pour observer les lignes temporelles futures. C'est ce que certains chercheurs appellent aujourd'hui le chronoviseur. Les 13 lignées utilisent cette technologie pour anticiper les révoltes populaires et les effondrements économiques. Mais il y a un bug dans leur système. Le signal de 2026 indique une convergence de probabilités que même les ordinateurs Anunnaki ne peuvent plus prédire avec certitude. La porte d'Anu ne montre plus un futur unique, mais un embranchement massif. Cela terrifie l'élite mondiale. Ils se rendent compte que le portail qu'ils tentent désespérément d'ouvrir pourrait ne pas ramener leur maître, mais une version de l'humanité qu'ils n'ont jamais pu contrôler. Le temps de Sumer n'est pas derrière nous, il est en train de nous rattraper. Le silence du désert irakien est une illusion. Sous les sables de l'Al Jazira, là où le Tigre et l'Euphrate semblent simplement serpenter pour nourrir quelques palmeraies survivantes, s'active une machinerie dont l'âge défie la compréhension humaine. L'enregistrement BF9 n'était que la surface d'une vérité bien plus sombre. Les cités d'Uruk, d'Eridu et de Nippur n'étaient pas des centres de population, mais les composants d'un processeur planétaire. La science interdite de l'eau. La science officielle s'obstine à parler de canaux d'irrigation pour expliquer le génie hydraulique sumérien. Quelle cécité! Les ingénieurs d'Enki n'avaient que faire de l'orge et du blé. Ils manipulaient la conductivité ionique du fluide vital. L'eau de l'Euphrate, particulièrement riche en sédiments minéraux spécifiques, servait de fluide caloporteur dans un circuit fermé. Imaginez des kilomètres de briques de terre cuite, liées par un bitume dont la composition moléculaire a été altérée pour devenir un isolant parfait. En faisant passer ces flux d'eau sous les structures massives des ziggourats, les anciens créaient une friction piézoélectrique massive. La ziggourate elle-même, avec ses couches alternées de matériaux conducteurs et isolants, agissait comme un condensateur géant capable de stocker des charges électrostatiques d'une puissance dépassant celle de nos centrales nucléaires modernes. Le plasma et le trou de verre. Pourquoi une telle débauche d'énergie ? Pour stabiliser ce que l'audio appelle le plasma nécessaire à l'ouverture du trou de verre.
Au sommet de la ziggourate, dans la chambre haute que les archéologues prennent pour un sanctuaire, l'air n'était pas rempli d'encens, mais d'un champ électromagnétique si intense qu'il déchirait le tissu de l'espace-temps. C'est ici que les portes d'Anu entraient en fonction. Ce n'étaient pas des métaphores spirituelles, mais des ponts d'Einstein-Rosen maintenus par la résonance harmonique de l'eau. Celui qui contrôle le débit des fleuves aujourd'hui en Turquie et en Irak ne cherche pas seulement à assoiffer des populations, il détient la clé de contact de la machine des dieux. En fermant les barrages, on coupe l'alimentation de la porte. En les ouvrant brusquement, on provoque une surcharge capable de forcer le passage à travers les dimensions. Le véritable vertige commence quand on comprend que ces portes ne sont pas seulement spatiales, mais temporelles. L'audio mentionne les ME d'Oran, ces protocoles de données cryptés qui servaient de système d'exploitation aux prêtres savants. L'anticipation par la distorsion. Les prêtres de Sumer ne lisaient pas l'avenir dans les entrailles de chèvre. Ils utilisaient la distorsion gravitationnelle générée par la porte d'Anu pour courber la lumière venant du futur. C'est le principe du chronoviseur, une fenêtre ouverte sur les lignes temporelles probables. Les 13 lignées qui gouvernent dans l'ombre depuis des millénaires ont hérité de ces outils. Elles ne gèrent pas l'économie ou la politique par stratégie, mais par anticipation. Elles voient les révoltes avant qu'elles n'éclatent, les krachs boursiers avant que la première action ne soit vendue. Mais cet outil, ce joyau technologique, vient de rencontrer son premier obstacle majeur en 6000 ans. Le signal de 2026. L'effondrement du déterminisme. Jusqu'à présent, le futur était une ligne droite, un fleuve tranquille que l'élite pouvait naviguer à sa guise. Mais depuis peu, le chronoviseur sature. Le signal renvoie une image fracturée. Au lieu d'une seule ligne temporelle, il affiche un embranchement massif. Quelque chose dans la conscience collective humaine, ou peut-être une intervention extérieure, a brisé la prison de verre du destin prédictible. Les ordinateurs Anunnaki, malgré leur puissance de calcul infinie, sont incapables de dire laquelle de ces réalités va s'imposer. Nous arrivons au cœur de la tempête. Pourquoi 2026 ? Pourquoi cette date provoque-t-elle une telle terreur chez ceux qui se croient les maîtres du monde ? La convergence des probabilités. Le portail que l'élite tente d'ouvrir à nouveau ne va peut-être pas ramener leurs maîtres ou les anciens dieux dans la gloire qu'ils espéraient. Le bug du système suggère que la porte pourrait laisser passer une version de l'humanité que personne n'avait prévue, une humanité qui a déjà triomphé, une humanité souveraine. Le temps de Sumer ne s'est jamais arrêté, il a simplement bouclé. Nous sommes au point de jonction où le passé, la technologie d'Enki, et le futur, notre éveil technologique et spirituel, se percutent de plein fouet. La bataille pour le robinet. La gestion de l'eau au Moyen-Orient devient alors une guerre mystique. Chaque barrage sur le Tigre est un interrupteur. Chaque goutte d'eau est un bit de données dans le grand ordinateur mésopotamien. L'élite tente de fermer le robinet pour éteindre la machine avant que l'humanité ne puisse s'emparer de la fréquence de 2026. Mais il est trop tard. Le processus est enclenché. La porte d'Anu vibre déjà, et ce qui arrive à travers elle n'est pas la fin du monde, mais la fin de leur monde. Le dernier verrou n'est ni de pierre, ni d'eau, mais de perception. L'enregistrement BF9 se termine sur une note de terreur pour l'élite, l'idée que le portail puisse ramener une version de l'humanité qu'ils n'ont jamais pu contrôler. Cette version n'est pas une armée étrangère, mais nous-mêmes, libérés de la boucle temporelle imposée par les ME d'Anu. L'hyper-résonance de 2026. À mesure que nous progressons dans l'année 2026, la résonance des ziggourats ne se limite plus à la plaine mésopotamienne. Les chercheurs en physique interdite ont remarqué que la structure cristalline de l'eau partout sur la planète commence à s'aligner sur la fréquence de base du Tigre et de l'Euphrate. La pile géante a court-circuité la grille de contrôle mondiale. Ce que les prêtres savants appelaient le plasma de stabilisation est en train de saturer l'ionosphère. Ce phénomène crée des aurores boréales là où elles n'auraient jamais dû apparaître, signalant que le bouclier protecteur de la Terre est en train de se reconfigurer. Pour les 13 lignées, c'est l'aveu d'un échec.
Le système d'opération Anunnaki est en train d'être écrasé par un nouveau code source, une fréquence de souveraineté qui émane du cœur même de la planète. La fin des prophètes de l'algorithme. Le chronoviseur, cet outil de domination par l'anticipation, est désormais totalement aveugle. Les ordinateurs quantiques utilisés par les sociétés secrètes pour prédire les marchés et les révoltes affichent tous la même erreur, indétermination de Sumer. La raison est simple, l'humanité a cessé de réagir par peur. En comprenant que la gestion de l'eau et des ressources n'était qu'un levier pour alimenter une machine dimensionnelle, la conscience collective a débranché la prise émotionnelle. Sans la peur des masses pour stabiliser le tunnel temporel, la porte d'Anu ne peut plus projeter l'élite vers leur futur de contrôle total. Ils sont piégés dans le présent, confrontés à la même incertitude que le reste d'entre nous, mais sans la boussole de leur arrogance. L'héritage d'Enki, le choix final. Le récit de Sumer n'est pas une tragédie, c'est un testament. Les ingénieurs d'Enki savaient que ce jour viendrait. Les ziggourats n'étaient pas des prisons perpétuelles, mais des capsules temporelles technologiques destinées à s'ouvrir uniquement lorsque l'humanité atteindrait un niveau de compréhension suffisant pour ne plus adorer les dieux, mais pour comprendre leur physique.